Bismillahirrahmanirrahim. Avant tout, je suis honoré d'être ici parmi vous et de pouvoir participer à cet événement scientifique. Je remercie vivement l'équipe d'organisation pour tous les efforts fournis par chacun afin de permettre les meilleures conditions de réussite de cette manifestation scientifique. Ainsi, je remercie mes collègues participants pour le rapport précieux afin de promouvoir et avancer les connaissances. Dans le cadre de cet événement, permettez-moi, honorable assistance, cher maître, de vous présenter une communication, bien un travail sur la résorption radiculaire qui constitue un problème quotidien des orthodontistes. Donc, nous allons voir la résorption radiculaire en orthodontie, du diagnostic à la conduite à tenir. Donc, le phénomène de la résorption radiculaire a été étudié pour la première fois sur des dents permanentes par Battès en 1856. Il le décrivait sous le terme d'absorption, parce qu'il pensait que les éléments de la dent seront absorbés après la résorption. Donc Chase est le premier à adopter le terme de résorption en 1875. Sa survenue au cours du traitement orthodontique a été observée par Otto Longuet en 1914. Kitcham fut le premier qui a fait à mettre en évidence la relation entre la résorption, bien l'apparition de la résorption radiculaire et le traitement orthodontique. Pour sa prévalence, pour bassiner, elle est de 50 à 60% des cas, mais 9 fois sur 10, elle est sans signification clinique. Mais actuellement, on parle d'une prévalence allant jusqu'à 80-90%. Donc, pour le diagnostic de la résorption radiculaire, il est simple. Il se fait par l'évaluation, elle se fait par comparaison des clichés radiographiques, soit panoramiques ou de préférence des RVG, du début et de la fin du traitement. Et afin de s'affranchir au risque d'agrandissement, un facteur de correction F doit être calculé en utilisant la longueur coronaire sur la radiographie du début de traitement et la longueur coronaire de la dent sur la radiographie de la fin du traitement. Donc F égale à C1 sur C2. Et la résorption radiculaire calculée égale R1 qui est la longueur radiculaire avant traitement sur R2 qui est la longueur radiculaire après traitement fois le facteur de correction. Donc les résultats seront classés selon la classification de Levender et Malmgren. Donc pour le niveau 1, il s'agit juste d'un contour irrégulier au niveau de la racine. Le niveau 2, des résorptions mineures ne dépassant pas 2 mm, qui sont acceptées et qui sont considérées comme les cicatrices après les interventions chirurgicales. Donc le problème qui se pose, c'est avec le niveau 3, dans le cas de résorption sévère, qui peut toucher ou détruire le tiers de la dent. Et niveau 4, de la résorption extrême qui dépasse le premier tiers de la longueur radiculaire. Là, ça pose un vrai problème et le pronostic de la dent sur l'arcade sera réservé. Pour le mécanisme, donc, avant de parler du mécanisme de la résorption radiculaire, il faut d'abord comprendre le mécanisme du déplacement dentaire. Donc, après l'application d'une force orthodontique, ou bien d'un stress mécanique, la conversion du stress mécanique, qui est la force en réponse cellulaire, va se faire soit par une mécanotransduction, soit par réaction inflammatoire. Il faut savoir que les deux phénomènes se font en même temps et apparaissent à chaque activation. Donc ce qui nous intéresse, c'est la réaction inflammatoire, qui constitue la voie de signalisation la plus fréquente
résultant de l'altération des tissus par l'application de la force orthodontique et met en jeu de nombreuses molécules de signalisation. Donc, on a le RANK, qui est le récepteur activateur of nuclear factor kappa B, et le RANK ligand, qui est le récepteur activateur of nuclear factor kappa B ligand. Donc, le RANK il est exprimé par les cellules souches, les monocytes, et le RANK ligand, il est exprimé ou bien synthétisé par les différentes cellules présentes au niveau de l'espace desmodental. Donc, le RANK ligand, qui va se fixer sur son récepteur exprimé sur la surface des monocytes, va provoquer leur différenciation en pré-ostéoclaste, ensuite en ostéoclaste active au contact de la surface osseuse, commençant ainsi la résorption osseuse et le déplacement dentaire. Donc, c'est un schéma qui explique le déplacement dentaire, dans un premier temps sans résorption radiculaire, et le deuxième temps, c'est avec une résorption radiculaire. Donc, on parle du côté compression. Donc, on a synthèse du RANK ligand, due à la stimulation ou la compression des cellules au niveau de l'espace desmodental du côté compression. Par contre, il y a une diminution de la synthèse de l'ostéoprotégrine. Cette molécule, c'est un leurre qui va se fixer sur le RANK ligand. Une fois, la force cesse d'agir pour empêcher sa fixation sur son récepteur au niveau des cellules monocytes ou bien des cellules souches. Donc, le déplacement dentaire s'arrête et la résorption osseuse s'arrête. Côté tension, donc il y a diminution bien sûr du RANK ligand et synthèse de l'ostéoprotégrine. Dans le cas de déplacement orthodontique avec une résorption radiculaire, qu'est-ce qui se va passer? Donc du côté tension, il n'y a pas de problème. Du côté compression, il y aura une expression excessive du RANK ligand. Et cela n'est pas dû uniquement à l'application de la force, mais c'est parce que soit le patient présente des facteurs de risque qu'on va voir après, soit la force, elle est très importante. Donc, l'ostéoprotégrine ne peut pas l'empêcher à se fixer sur les cellules monocytes, bien cellules souches. Donc, il y aura une résorption osseuse, bien sûr, et une activation aussi des odontoclastes qui vont s'attaquer à la dentine et commençant ainsi la résorption radiculaire. Donc, sur le plan cellulaire, on va voir ce qui va se passer au niveau du ligament alvéolo-dentaire, mais au niveau de l'espace desmodental, une fois la force appliquée. Donc, les ostéoblastes, les cellules, bon, je commence d'abord par les fibroblastes. Donc, c'est des cellules qui existent au niveau de l'espace desmodental, ainsi que des cellules lymphocytes de la lignée T. Donc, le problème est là. Quand on a un grand nombre de cellules ou bien des lymphocytes, il y a plus de médiateurs de l'inflammation au niveau de l'espace desmodental. Donc, l'application de la force, donc ces différentes cellules vont exprimer des médiateurs de l'inflammation, ou bien des cytokines, qui sont les interleukines, le prostaglandine, le TNF-alpha, les corticostéroïdes et de la vitamine D. En même temps, les fibroblastes et les fibroblastes vont exprimer le CSF, qui est le colonine stimulation factor. C'est le premier facteur qui va stimuler d'abord la différenciation des cellules souches en monocytes, exprimant le RANK ligand à leur surface. Et l'effet de ces mêmes facteurs, bien ces mêmes médiateurs de l'inflammation, les différentes cellules, y compris les cellules inflammatoires, vont synthétiser du RANK ligand qui va se fixer sur son récepteur au niveau des ostéoclastes précurseurs, qui va se différencier en pré-ostéoclaste, ensuite en ostéoclaste active,
au contact de l'os et ainsi va commencer la résorption osseuse et le déplacement dentaire. Une fois, maintenant je vais parler de l'ostéoprotégrine qui empêche la fixation du rank ligand sur son récepteur. Donc, après, bon, une fois la force cesse, il y a sur l'effet, bien sûr, tout dépend des facteurs anaboliques, il y a immunologiques ou bien inorganiques. Donc, les ostéoblastes vont synthétiser de l'ostéoprotégrine, l'OPJ, qui va se fixer sur le rank, empêchant ainsi sa fixation sur son récepteur. Et là, la résorption s'arrête et le déplacement dentaire s'arrête. Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de la résorption radiculaire. Donc, dans le cas où le patient présente un facteur de risque, je cite un simple exemple, les patients allergiques ou bien asthmatiques qui ont des cellules, bien des leucocytes en permanence dans le sang. Donc, ces différentes cellules lymphatiques peuvent migrer par voie sanguine et atteindre le ligament alvéolo-dentaire. Donc, sont caractérisés par la présence des cellules inflammatoires en grande quantité au niveau de l'espace desmodontal. Donc, ce qu'on aura après, c'est une expression, parce que du moment qu'on a en quantité excessive des médiateurs de l'inflammation, des cytokines, donc il y aura une expression excessive du rank ligand. Donc, cette expression excessive ne sera plus empêchée par l'ostéoprotégrine, ce qui va stimuler non seulement les ostéoclastes, mais aussi les odontoclastes. Et là, va commencer la résorption radiculaire. Donc, on passe à d'autres. Bon, ça, c'est par rapport aux facteurs de risque qui sont liés aux patients, aussi, ou bien au déplacement, ou bien à la force appliquée. Donc, on va passer à d'autres facteurs de risque de la résorption radiculaire. Donc, existe-t-il un type de dent à risque? C'est-à-dire, on reçoit quotidiennement des patients. Est-ce qu'il y a des patients qui sont prédisposés à développer la résorption radiculaire par rapport aux autres patients? Donc, oui. Quels sont, par exemple, on cite des exemples, les dents qui présentent des racines courtes. Je vous assure à 100% qu'ils présenteront une résorption radiculaire, ou bien en forme de pipette, ou bien racines coudées. Donc, pourquoi? Parce que dans les cas de racines courtes, il y a un déséquilibre ou bien une diminution des ratios couronne-racine. Vous avez une grande couronne par rapport à une petite racine. Et la force, elle est appliquée au niveau de la couronne. Donc, qu'est-ce qu'elle aura tendance? Elle a tendance à concentrer la force en un point au niveau de la racine. D'accord? Donc, contrairement à une dent avec une racine normale, où il y aura une répartition de la force sur toute la surface radiculaire. Donc, ces dents courtes présentent vraiment un risque. Et il faut faire très attention quand on voit que les dents ont des racines courtes. Donc, existe-t-il une corrélation entre les anomalies dentaires, telles que les aginisées, parce qu'on reçoit toujours des patients pour des aginisées, des incisives latérales, des prémolaires. Donc, est-ce que ces patients présentent un risque? Eh bien, oui. Pourquoi? Parce que ces types de malformations sont rarement isolés. Donc, quand un patient présente une anomalie de nombre ou bien de forme de la dent, certainement, il y aura une anomalie de structure au niveau du ciment et de la dentine associée. Donc, ce qui rend ces dents plus fragiles et susceptibles de développer une résorption radiculaire. Je cite à titre d'exemple ce patient qui est venu consulter pour un traitement orthodontique. À la radio, avant le traitement, avant de passer, je passe directement. Après 6 mois uniquement de traitement, je pense même pas à 6 mois, je pense à 5 mois, il a présenté une résorption sévère, localisée, pratiquement au niveau du secteur incisif supérieur. Donc, je reviens à notre patient. Sur le plan clinique, il présente une dysplasie de l'émail. Sur le plan radiologique, il présente des agénisies multiples.
pratiquement 5 prémolaires absentes. Et en plus des racines courtes. Ça, c'est juste pour vous montrer que quand un patient présente une anomalie dentaire, il faut chercher d'autres anomalies associées, y compris un défaut d'odontogénèse et de sémentogénèse au niveau de la racine. Donc, ces patients présentent un risque élevé. Un autre patient qui présente, c'est juste pour le montrer, c'est une petite patiente de 11 ans, je pense, qui est venue consulter, parce qu'elle a une incisive inférieure, la 32, qui a fait son éruption au niveau de l'espace des prémolaires inférieurs. Donc il s'agit d'une transposition partielle. Donc, quand on exploite son dossier, on trouve qu'elle présente des dents de forme atypique, telle que la 11, une agénésie de la 21, et la 11 a les deux formes atypiques, ainsi que la latérale. D'accord ? C'est juste pour vous montrer que les anomalies dentaires sont rarement isolées, et quand on a des patients avec des anomalies dentaires, il faut faire très attention. Et ça n'a rien à voir avec la force appliquée quand le patient présente une anomalie de structure. Donc même si on utilise des forces légères, il faut toujours contrôler. L'existence de résorption radiculaire pré-orthodontique constitue-t-elle une contre-indication au traitement orthodontique? Donc quand on reçoit un patient avec déjà une résorption radiculaire installée, est-ce que cette résorption constitue une contre-indication? Ben non, du moment qu'elle est guérie. Il n'y a pas de problème. Cependant, il faut faire très attention après. Ce qui doit inciter l'orthodontiste à la prudence et à l'utilisation de forces légères. Et surtout la réalisation du contrôle radiologique régulier, tout en respectant les protocoles qu'il a cité notre confrère et collègue, Dr Lezouk. Mais est-ce que ça est de règle? C'est-à-dire, quand il y a une résorption, il n'y a pas de contre-indication. Du tout, parce que ça dépend du type de la résorption radiculaire. C'est un patient qui n'a rien à voir avec l'orthodontie qu'on a reçu au niveau du service pour un traumatisme alvéolo-dentaire. Il est venu pour une contention. Et quand on a fait la radio panoramique, on a trouvé des résorptions inexpliquées, généralisées, avec des anomalies dentaires. On voit qu'il y a un taurodontisme. Donc sa résorption n'est pas... Dans ce cas, il ne faut pas faire un traitement orthodontique. Donc il est contre-indiqué. Les traumatismes constituent-ils un facteur de risque? Eh bien oui, parce que la racine est protégée par une couche de cémentoblaste et un tissu cémentoïde situé sous ces cémentoblastes. Donc les traumatismes causent un dommage au niveau de la couche protectrice pré-cémentaire. Donc, c'est un patient aussi qu'on a traité. Il est âgé de 14 ans, avec la 11 absente suite à un traumatisme. Donc, il y a des antécédents de traumatisme. Ce patient, je l'ai traité avant d'étudier, parce que la résorption était mon sujet de thèse. Donc, je ne savais pas. Pour moi, c'était un patient normal, il n'y a pas de problème. La 11 absente, c'est juste pour une orthodontie pré-prothétique, c'est ouvrir l'espace pour pouvoir mettre en place une restauration prothétique amovible. Du moment qu'il a 14 ans, on ne veut pas s'aventurer avec la prothèse fixée. Malheureusement, ce patient a présenté, je pense à 8 mois, du traitement, qui est une radiologie de contrôle, une résorption sévère. Quand on dit sévère, c'est-à-dire qu'elle a détruit le tiers apical. Donc la résorption calculée, elle était de
je pense, 6 mm. Un autre patient, bon, ça, il a subi un traumatisme au cours du traitement orthodontique. Donc, je ne l'ai pas vu, moi, juste après le traumatisme, suite à un accident de la circulation. Donc, il a été vu par un autre confrère et il a utilisé les braquettes comme moyen de contention avec un fil ou bien une ligature métallique. Malheureusement, ce patient a présenté une résorption aussi sévère quelques mois après, avec une nécrose pulpaire. Nécrose pulpaire, bien mortification de la dent est due au traumatisme. Donc, y a-t-il une attitude différente si la dent a été traumatisée antérieurement? Maintenant, je sais qu'il n'y a pas une attitude différente, mais il y a des règles à respecter. Donc, dans le cas d'un traumatisme léger, comme les contusions, une subluxation, bien, une période de 3 mois doit être observée. Une période de 3 mois, elle suffit pour la cicatrisation. Pour un traumatisme modéré ou sévère, entraînant une luxation, une extrusion ou une intrusion d'une dent, donc il faut attendre 6 mois minimum, avec vérification radiologique après 6 mois. Dans le cas de fracture radiculaire horizontale, là, il faut attendre minimum 1 année avant d'entamer ou bien de commencer un traitement orthodontique, après vérification radiologique, bien sûr. Donc, peut-on dire que les résorptions radiculaires d'origine orthodontique ne s'accompagnent pas de la perte de vitalité de la dent? Non, elles ne s'accompagnent pas et elles ne provoquent pas de mortification pulpaire. D'accord? Parce qu'il s'agit d'une résorption stérile. Pendant le traitement orthodontique, quelle est la conduite à tenir face à des résorptions radiculaires? Donc, après 3 mois de traitement, on vérifie avec des RVJ, on constate qu'il y a le début d'une résorption radiculaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, dans ce cas, il faut attendre 3 mois. Il faut faire une pause de 3 mois afin de permettre la cicatrisation du sément. Et ensuite, on recommence notre traitement. On continue après notre traitement. Par contre, c'est des résorptions sévères ou bien sont observées dès les premiers mois. Donc là, il faut arrêter définitivement le traitement. Il ne faut pas s'aventurer. Il faut aller voir d'autres solutions, comme la solution prothétique, par exemple. Le recours au traitement canalaire. S'il vous plaît. Oui, madame. J'ai pris 10 minutes. 10, si un petit peu plus. Ah, il ne reste pas beaucoup. Donc, je vais vite. Le recours à un traitement canalaire. Donc, vous avez constaté que le patient a présenté une résorption radiculaire. Donc, est-ce qu'on doit faire systématiquement un traitement canalaire? Non, du tout. Pas de traitement canalaire et pas d'obturation canalaire. Il suffit d'arrêter la force. Donc, la résorption s'arrête. Donc, elle est due à l'application de la force orthodontique. La résorption s'arrête une fois la force s'arrête. Donc, pendant l'interruption, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il faut mettre une contention passive. D'accord? Passive, c'est-à-dire que, je ne vais pas m'attarder ici, une contention semi-rigide qui permet un certain mouvement physiologique qui sont indispensables au phénomène de la cicatrisation et du remodelage radiculaire ou bien périradiculaire. Donc, faut-il mettre les dents en sous-occlusion? Non du tout, parce que la fonction de ces dents est importante pour le remodelage. Une contention rigide, c'est déjà répondu, donc c'est une semi-rigide qui permet les mouvements physiologiques de la dent. En conclusion, donc avant tout traitement aux prises en charge orthodontique, il faut réaliser un interrogatoire incluant les facteurs de risque, soit par rapport au patient, effectuer un examen clinique minutieux à la recherche de mobilité dentaire, de dysfonction ou parafonction. Pourquoi des dysfonctions et parafonctions? Bon, je vais parler de ça après. Un bilan radiologique afin d'examiner la forme des racines, leur proximité ainsi que la présence de résorption radiculaire avant le traitement. Établir sur la base de ces informations le type de traitement en fonction du risque de résorption radiculaire individuel.
avec obtention du consentement éclairé et saigné et accepté par le patient. Donc il faudra veiller à la suppression de toute parafonction, tic, onychophagie et succion digitale. Parce que dans le cas de persistance des parafonctions, même après l'arrêt du traitement orthodontique, ces forces appliquées au niveau de la racine vont stimuler encore la résorption radiculaire. Donc au cours du traitement orthodontique, notre principale recommandation reste l'utilisation des forces orthodontiques légères et intermittentes. Nous insistons particulièrement sur le contrôle. Pourquoi intermittente? C'est pour laisser le temps au ciment de se cicatriser, de se régénérer. Donc nous insisterons particulièrement sur le contrôle radiologique par rétroalvéolaire des incisives maxillaires au cours du traitement orthodontique, notamment ce sont les dents, parce que ce sont les dents les plus touchées malheureusement par le phénomène de la résorption radiculaire. En effet, si aucune résorption radiculaire n'a été détectée, le pronostic sera bon pour le suivi du traitement. Par contre, si une résorption radiculaire, même minime, est détectée, c'est qu'il y a un risque certain de développement allant vers l'aggravation, ainsi que des pauses, un paillage passif de 2 à 3 mois sont à prescrire avec une surveillance durant tout le traitement actif. À la fin du traitement, il convient d'envisager des contentions longues, voire définitives, par un dispositif collé. Et je vous remercie.